C'est très compliqué pour moi en ce moment de filmer des vidéos. Je croule en fait sous le travail entre ma thèse en fait qui s'accélère et je me rends compte que je suis plus aussi disponible qu'avant en règle générale, on va dire ça comme ça. Le fait que je prépare mon séjour pour Croatie-Monténégro, que je prépare aussi mes 2 mois au Brésil, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ma vie sociale aussi, l'été. Voilà, plus des sources de stress extérieures. Je me rends compte qu'en fait j'ai absolument plus le temps et voilà, du coup 2 semaines d'absence, ça passe vite. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu à la cool. Je vais vous parler de mes favoris. Entre autres parce que c'est pas non plus, ça me demande pas une grande réflexion et un grand temps de préparation, mais aussi pour vous faire partager des choses que j'aime bien en ce moment et il y a des trucs cool. Enfin, je trouve, si c'était moi qui regardais cette vidéo, je trouverais qu'il y a des trucs cool. Donc déjà, j'avais dit que je ferais une vidéo sur mes vacances. Bon pas le temps du tout. Pas le temps du tout et puis ça n'a pas de sens de le faire dans 2 mois quoi. Du coup je vais vous en parler un petit peu ici rapidement et puis peut-être vous parler de quelques points forts que du coup je recommande. En vacances donc je suis partie avec mon copain et on a décidé de faire un road trip en tout cas dans les pays francophones. On a démarré avec Bruges. Bruges, très jolie ville, ancienne, voilà. À la fois je vais vous dire que c'est joli mais à la fois c'est pas non plus... Ouais, faut y aller quoi. Bon, voilà, faut y aller et puis voilà quoi. On y allait et puis c'est bon, on a vu, c'est très joli, on prend plein de photos, c'est super. Ensuite, on est descendu à Dunkerque. Pourquoi Dunkerque? Entre autres à cause du film qu'on a vu d'ailleurs en début d'année. We shall go on to the end. We shall never surrender. Et c'est un film qui parle en fait de l'opération Dynamo qui a eu lieu sur les côtes de Dunkerque, justement sur les plages de Dunkerque. L'armée française et l'armée anglaise se sont retrouvées en fait à Dunkerque, encerclées par l'armée allemande. Et Winston Churchill a ordonné en fait l'évacuation d'abord de l'armée anglaise et ensuite du maximum de Français possible. D'où l'opération Dynamo. C'est le thème du film principal. Le film est plutôt pas mal. J'ai trouvé vraiment que le film était bien. Allez le voir, allez visiter le musée Opération Dynamo à Dunkerque si vous y passez. C'est cool. Et ensuite on est descendu au Havre. Ma première source, je vais quand même être franche, ma première source de motivation pour aller vers le Havre, c'était Étretat. Les falaises d'Étretat, donc c'est des fameuses falaises voilà, avec le trou là. Il y avait le Havre à côté et j'ai dit ok il faut qu'on y aille. J'avais vu une vidéo de Manon Bril sur le Havre au détail et je m'étais dit oh, ça va me plaire. Bon effectivement ça me plaît, voilà. Architecture moderne, de la symétrie en veux-tu en voilà. On n'y est pas resté très longtemps, on a visité le musée d'art moderne, alors il y en a plusieurs mais je remettrai le nom ici. Qui était très cool aussi en front de mer et puis on s'est un peu baladé dans la ville. C'est sympa, je pense que ça nécessite un peu plus de temps mais très cool. Allez voir si vous avez le temps, très cool. Ensuite on a décidé de partir en Normandie. En Normandie on a d'abord fait le Mont Saint-Michel. Bon ça, si vous êtes déjà allé au Mont Saint-Michel, vous savez ce que c'est, sinon vous savez ce que c'est aussi. Ensuite on est remonté à Caen pour visiter le mémorial. Le mémorial de Caen, c'est à faire, c'est génial. C'est vraiment un très bon musée qui est très long, mais à la fois qui est très bien conçu. Vraiment, je recommande le mémorial de Caen. C'est très complet, à la fois, ça parle de la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, voilà, ça parle de la Seconde Guerre mondiale. C'est un sujet qui est immensément vaste et le mémorial de Caen le traite très bien. Il faut compter une bonne journée pour faire tout. En fait, même vous ne ferez pas tout d'ailleurs, mais le problème c'est que c'est difficile de rester concentré pour une journée, mais ça couvre vraiment toute la guerre et aussi l'après-guerre. Il y a aussi une exposition, alors je ne sais pas si elle est permanente, mais sur Berlin après-guerre. Donc ça c'est une exposition qu'on n'a pas fait parce qu'on s'est dit bon, on vit à Berlin, il y a d'autres expositions à Berlin même sur Berlin après-guerre. Donc ça fait peut-être pas de sens, on voulait se concentrer vraiment sur la Seconde Guerre mondiale, mais vraiment au top. C'est un des musées qu'il faut que vous fassiez si la Seconde Guerre mondiale vous intéresse. C'est très bien.
Évidemment, après, incontournable, on a fait les plages du débarquement, plus la pointe du Hoc. Je vais pas m'apesantir plus parce que vous pouvez trouver, vraiment ouvrez une bonne page Wikipédia dessus et vous avez tout ce qu'il faut, mais c'est les plages du débarquement. Et on a fini notre périple en Normandie avec à Romanche, qui est en fait le lieu d'un des deux ports artificiels qui a été monté par l'armée anglaise. Il y a encore des stigmates du port artificiel, donc des gros blocs. Ça c'est pareil, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Une bonne page Wikipédia, c'est déjà pas mal. Et sinon, allez visiter le musée d'Arromanches, qui est un peu vieux maintenant. C'est un des premiers musées qui a été mis en place. Donc il est un peu vieux, mais il y a des visites guidées et on explique très bien du coup le port artificiel. En gros, quel exploit militaire c'est de mettre en place un port artificiel comme ça, d'une telle envergure et pour une mission. C'était vraiment le port où en fait toute l'armée anglaise et américaine venait et débarquait son matos. Et une fois qu'on a eu fini avec la Normandie, on est parti en Picardie, donc Amiens. Pour changer, là on a complètement changé d'époque, on est parti sur Première Guerre mondiale. C'est la meilleure partie de mes vacances au niveau visite, tout simplement parce que en fait j'avais pas... Je me suis rendu compte, la Seconde Guerre mondiale, je connais plein de choses, et d'ailleurs je vais y revenir après, mais la Première Guerre mondiale, c'est déjà, ça paraît très loin, oui on voit les poilus, les tranchées, blablabla, enfin on sait une théorie très superficielle, mais dès qu'on rentre dans le détail, on se rend compte de l'horreur du truc, et c'est très... Waouh, au niveau émotion, vraiment c'est encore autre chose, et c'est le level au-dessus quoi. Du coup on est allé à Amiens d'abord parce qu'on avait pour idée de visiter le musée de la Grande Guerre de Péronne, qui était aussi très bien. Je vous le conseille, très complet, avec vraiment une orientation sur toutes les armées en conflit, et aussi l'armée allemande. Et en fait, arrivé à l'accueil du musée de Péronne, on nous a dit voilà, on fait un combi ticket aussi pour le mémorial de Thiepval, qui est en fait un mémorial avec un cimetière, un cimetière à l'intérieur international. Et du coup, on a pris le combi ticket et du coup, le soir même, on est parti sur Albert au nord. Un peu plus au nord de Péronne. C'était pas prévu, c'était quelque chose un peu... Voilà, c'est tout le charme du road trip, c'est que du coup, vous changez de temps en temps de plan. Et en fait, là, on est arrivé dans une région, donc Albert, fin fond de la Picardie. Bon, d'ailleurs, j'adore la Picardie. J'en ai déjà dit sur Instagram, mais franchement, la Picardie, je trouve ça magnifique. La lumière est magnifique, les champs sont magnifiques, même le relief, en fait, est juste... Enfin bref, je suis une amoureuse de la Picardie, j'étais déjà allée quand j'avais 16 ans, j'avais déjà trouvé ça beau. Là, j'y suis retournée à 26 ans, je retrouve ça beau. Non, la Picardie, si vous êtes de Picardie, sachez que j'adore la Picardie. Voilà, je suis fan de la Picardie. Et alors, dans cette petite ville d'Albert, non loin de là, il y a beaucoup de sites de mémorial, notamment le cratère un cratère de mine d'une explosion qui a notamment marqué le début de la bataille de la Somme, le 1er juillet 1916, il me semble, de mémoire comme ça. Et le mémorial de Thiepval qui est assez imposant, mais c'est vraiment quelque chose de très fort en émotion en fait, de très fort en émotion. Et le musée de Thiepval, le mémorial, est aussi très bien et très complémentaire avec le musée de la Grande Guerre de Péronne. Donc là c'est pareil, vous pouvez aller passer un jour, ça suffit, hein, mais un jour à Albert pour aller visiter tous ces lieux là, tous ces hauts lieux de mémoire. Et enfin pour finir notre road trip, on a fini par Verdun avec notamment déjà des balades sur le champ de bataille. Faut savoir que Verdun, c'est il y avait la bataille de la Somme qui a été une grosse bataille, il y a eu la bataille de Verdun. Et en fait, c'est une des batailles qui a été les plus fortes en fait de toute la Première Guerre mondiale. Ça a été là où il y a eu la plus grosse concentration en fait d'artillerie, de tirs d'artillerie échangés. Et il faut aller voir en fait pour se rendre compte exactement de ce que c'est. Mais quand vous arrivez en fait sur les champs de bataille à Verdun, maintenant il y a une forêt en fait qui a poussé dessus. Ils ont fait pousser une forêt. Mais le sol en fait porte encore les stigmates des tirs d'obus. Donc c'est-à-dire, quand je dis ça, c'est pas juste un cratère passé par là, c'est le sol est cratéreux quoi, si je peux inventer un adjectif. Il y a des cratères en fait tout le long, c'est constellé en fait de cratères.
Et il faut savoir que encore maintenant, on retrouve en fait des objets quoi. Donc par exemple là on s'est baladé, on a marché 10 minutes sur un sentier, resté dans les sentiers, hein, c'est resté sur les sentiers. Et en fait il y avait un obus par terre. Voilà, un obus, je veux dire, 2 fois ma main, quoi. Donc un vrai obus, c'était pas juste un petit bout en mode « Oh, regardez !» Non, non, un vrai obus, pas de doute. Vraiment très impressionnant, très waouh. Et on a aussi visité du coup le mémorial de Verdun, donc qui est aussi très bien. Très concentré, mais immensément bien, vraiment très intéressant. Et les 2 forts, le fort de Douaumont et un autre fort dont le nom m'échappe encore. Donc je remets ici. Voilà, mes vacances qui étaient... Alors il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé hein, si c'était pas trop dur. Bon, faut savoir que moi je suis une geek de ce qui est Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale. J'adore. Enfin j'adore. C'est pas vraiment le bon verbe, mais c'est vraiment une période... Enfin c'est vraiment le XXe siècle, c'est vraiment une période qui m'intéresse beaucoup historiquement parlant. Et du coup des vacances comme ça culturelles avec visite des hauts lieux, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire, que je désirais faire adulte pour être un peu plus... pour pouvoir prendre un peu plus de savoir. Beaucoup de musées, beaucoup de savoir emmagasiné comme ça en 2 semaines, c'est très court, mais je regrette absolument rien et je vous conseille tous les musées là que j'ai cités. Si c'est par là, si c'est vos intérêts, allez voir parce que c'est cool. On reste dans le thème Seconde Guerre mondiale, mais on change d'outil. Je vous présente mon coup de cœur de l'année en termes de lecture, Alias Caracalla de Daniel Cordier. Daniel Cordier, quand la Seconde Guerre mondiale éclate, il est à Pau, chez ses parents, il a une vingtaine d'années, et il est d'extrême droite, antisémite, militant à Action française, qui est un journal d'extrême droite, admirateur de Charles Maurras, enfin bref. Un peu... On en connaît, il y en a sur le YouTube français, je veux dire, voilà, donc on connaît à peu près, et du coup, il prend vraiment la signature de l'armistice par Pétain comme une trahison, et du coup, il décide en fait de partir et pour rejoindre le front. Donc son premier plan c'est plutôt l'Afrique du Nord et en fait son bateau est dérouté et il se retrouve à Londres. Et là en fait il fait du coup il fait la connaissance en fait de Charles de Gaulle. Enfin il a connaissance en fait du discours de Charles de Gaulle et de l'appel en fait à continuer le combat. Du coup il s'engage dans l'armée française de Londres, donc dans les FFL, et il va se retrouver ensuite dans le département en fait, des renseignements, et va être parachuté en France en 1942 et va se retrouver secrétaire de Jean Moulin. La photo, donc résistant, c'était le représentant de Charles de Gaulle en France. Voilà, donc c'était la personne qui coordonnait en fait la résistance. Gros boulot, on se rend pas bien compte, c'est vraiment l'histoire du livre au final, hein, c'est vraiment de se rendre compte en fait de la merde que c'était d'organiser une armée comme ça dans la clandestinité, de coordonner des actions, parce que c'était quand même ça le but quand même, c'était de coordonner des actions pour qu'il y ait un soutien en cas de débarquement allié, et aussi organiser, parce que en fait au final c'est toute la question du livre, en fait on se rend compte rapidement que en fait une des grosses questions c'est et après la guerre on fait quoi ? Qu'est-ce qu'on met en place ? Est-ce qu'on remet en place une république ? Qui prend la tête de la république ? Il y a des tensions, les personnes cherchent du pouvoir, etc. Bon, ça c'est la partie un peu... en tant que secrétaire de Jean Moulin, forcément, il a affaire à ces problématiques-là, mais il le dit lui-même que c'est ultra ennuyeux, que c'est pas très... c'est beaucoup de mecs qui se tirent la bourre en fait pour du pouvoir. Donc c'est le seul... C'est le seul point qui rend la lecture parfois ardue, en fait, surtout notamment sur les parties à la fin, quoi. Voilà. Mais en termes de vie clandestine, de personnes aussi, il faut savoir que Daniel Cordier, il a survécu, hein, d'où le livre, hein, c'est lui qui l'a écrit. Et il a actuellement 97 ans. Et il était sur France Inter il y a 2 semaines. J'ai quand même oublié de préciser quelque chose, c'est que
au contact justement des gens de la Résistance et de Jean Moulin, Daniel Cordier va évidemment laisser tomber toutes ses opinions d'extrême droite pour devenir de gauche. Voilà, je tenais à le dire, j'ai oublié et c'est important de le dire. Voilà, donc c'est quelqu'un, en fait c'est un témoignage qui est très précieux. Et tout son témoignage de vie de clandestin et avec un rôle autant clé en fait dans la résistance est extrêmement intéressant. Et le personnage, moi je suis complètement tombée sous le charme en fait du personnage qui est engagé, loyal, complètement. À la fois il parle de ses doutes, c'est-à-dire qu'à la fois il est extrêmement badass en fait. Enfin, c'est juste quand on raconte son histoire on se dit waouh quel mec, mais en fait il parle de ses peurs, il parle de ses doutes, il parle parfois même de son syndrome de l'imposteur en fait, où il se trouve que il comprend pas pourquoi Jean Moulin l'a pris comme secrétaire. Dès qu'il fait un faux pas, dès qu'il fait quelque chose qui va pas bien, il est pris de doute, il se dit bah ouais je suis trop une merde, etc. Donc en fait à la fois c'est sincère et à la fois c'est extrêmement badass, à la fois c'est extrêmement intéressant et à la fois c'est extrêmement long aussi, mais ça bon voilà, je touche à la fin. J'avoue que j'ai regardé un peu la table des matières, ça se finit par l'arrestation de Jean Moulin. J'appréhende un peu la fin. Parce qu'on découvre quand même Jean Moulin à travers les yeux de Daniel Cordier, qui est en fait au final une des dernières personnes très proches en fait que Jean Moulin a côtoyé. Et j'avoue que on s'accroche aussi à Jean Moulin, on apprend à le découvrir. Je pense que après je vais lire la biographie de Jean Moulin de Daniel Cordier. Pareil pour en savoir plus parce que ça m'a vraiment voilà, donc c'est mon coup de cœur de l'année, j'en ai déjà parlé sur Insta. C'est mon coup de cœur, je peux que le conseiller, je peux vraiment que le conseiller, et c'est pas oui je pense quand même qu'il faut s'intéresser à la Seconde Guerre mondiale et peut-être avoir un œil sur la politique, pas être trop dérangé par rapport à ça, et encore je pense qu'il y a vraiment moyen de sauter les passages un peu lourds qui vous intéressent pas au niveau des conseils de résistance, etc. Mais c'est vraiment un livre, je pense qu'il faut l'avoir lu, je pense que c'est important. On finit, on finit pas, il en reste quand même un petit peu. On va parler musique. Donc mon gros coup de cœur en ce moment c'est le nouvel album de Florence and the Machine. Voilà, c'est un album en fait au final que j'écoute un peu en boucle, voilà, au travail, quand je travaille, quand je veux me relaxer, etc. Donc c'est un peu mon coup de cœur. Par contre, en étant dans mon road trip en France, on écoutait la radio et je me suis rendu compte avec horreur qu'on avait repris, qu'il y avait un remix en fait de Bella Ciao. Alors bon, qu'ils fassent des remixes, bon le remix je le trouve affreux, mais c'est pas tellement la question. C'est que je sais pourquoi Bella Ciao revient un peu en hit, si on peut dire comme ça. C'est, j'imagine, beaucoup à cause de la série Casa de Papel, qui est très bien au passage, que j'ai beaucoup apprécié aussi. Et effectivement, il y a tout un trip sur Bella Ciao, mais j'avoue peut-être que c'est très snob, mais j'avoue quand même ne pas comprendre. En fait, je me dis, mais il y a vraiment des gens qui ont découvert Bella Ciao via cette série. Enfin, je sais pas. Alors après, il faut savoir que j'ai une culture G en termes de chants patriotiques de tous les pays. Voilà, parents révolutionnaires, tout le bazar, quoi. Donc, du coup, peut-être que, je sais pas, peut-être que c'est ça qui fait que j'ai une bonne connaissance un peu des chants patriotiques. Enfin, patriotiques, c'est même pas patriotique, mais un peu militant, etc. Révolutionnaire, mais j'avoue que je suis un peu surprise. Du coup je profite quand même de peut-être cet engouement, peut-être pas en fait d'ailleurs, hein, parce que j'ai juste écouté à la radio, donc peut-être qu'en fait ça fait un flop, j'en sais rien. J'en profite quand même pour partager un chant qui va très bien avec ce livre, qui est du coup le chant des partisans. Si vous connaissez pas, allez écouter les paroles. Voilà, et ça a été écrit pendant la Seconde Guerre mondiale, donc c'est vraiment un chant de résistant de la Seconde Guerre mondiale, et voilà, si vous connaissez pas, avant d'attendre qu'une série le remette au goût du jour, allez découvrir le chant des partisans. Je vais finir sur un point organisation. J'ai découvert assez rapidement, alors je pense que... Qui c'est qui m'a fait découvrir ça? Je pense peut-être que c'est Bulldop.
Je suis pas sûre. Enfin bref, j'avais découvert le bullet journal quand je m'ennuyais à mourir à Karlsruhe. Et j'avais opté en fait pour ce moyen en fait d'organisation qui est vous avez en gros réapprendre à utiliser un carnet et avoir des réflexes d'organisation, notamment d'utiliser des index, d'utiliser des listes, etc. Donc bref, je vous laisse aller voir des vidéos là-dessus, il y en a un paquet maintenant sur YouTube. Voilà, ce qui m'attirait dans l'outil, c'était qu'on pouvait en faire absolument tout ce qu'on voulait, que ça pouvait être aussi un objet de décoration, etc. et un objet de partage aussi. J'ai beaucoup été sur les groupes Facebook Bullet Journal. Donc voilà. Honnêtement, depuis que je suis en thèse, au final j'ai la thèse, YouTube, les colos, etc. Au final, la multiplication de projets se prête pas forcément aux belettes, en sachant qu'en plus c'est des projets qui nécessitent de prendre énormément de notes, notamment en thèse. Donc du coup je me suis retrouvée avec plusieurs carnets en fait que je n'arrivais pas à updater, c'est-à-dire j'avais plusieurs calendex, enfin plusieurs agendas en gros, et j'arrivais pas à recopier, enfin je trouvais que c'était une perte de temps de tout recopier, etc. Du coup j'ai reopté pour un agenda basique où je note mes rendez-vous. Voilà, mais en fait j'en ai tellement maintenant que je suis tellement je suis trop busy quoi. Non mais voilà, j'ai réopté pour un agenda. Jamais de ma vie j'avais réussi à tenir un agenda et en fait maintenant j'en vois que la nécessité et c'est tout ce qui compte. Mais par contre parce que les histoires du bullet journal, quand même il y avait une histoire de liste en fait à faire, une to-do list en fait avec cette histoire de journal, et en fait du coup je suis retombée dans le logiciel Trello pour gérer, et du coup je voulais quand même vous en parler parce que je suis pas sûre que ça soit quelque chose de trop connu, et je me dis que pour les personnes qui par exemple voient pas l'intérêt d'avoir un bullet journal ou ont un bullet journal mais elles n'arrivent pas en fait ont comme moi des problèmes à se dire en fait j'ai plus le temps en fait de me poser pour avoir mon organisation. Trello c'est pas mal, ça permet d'avoir en fait plusieurs tableaux, en fait ça permet vraiment de réorganiser selon... En fait Trello c'est parfait pour les gens qui ont plusieurs projets. Parce qu'il y a des liens entre, donc il y a moyen en fait d'envoyer des to-do list, des listes, des cartes, etc. sur les autres tableaux, donc ça permet quand même d'avoir un certain lien entre les choses. Et à la fois ça permet vraiment de mettre des due dates, de faire des rappels, de mettre des checklists, des to-do list, etc. De voir à peu près d'archiver, de reprendre. Donc du coup c'est assez dynamique, et je pense que pour les personnes qui sont pas très à l'aise avec le carnet, qui voient pas l'intérêt, qui ont laissé tomber comme moi le bullet journal parce qu'en fait pas assez de temps hélas pour organiser, j'aimais beaucoup l'organisation du bullet journal mais plus possible. Du coup voilà, je vous conseille d'aller jeter un œil à Trello, ça se passe très bien, enfin je veux dire c'est très... comment dire, vous n'avez pas besoin d'apprendre une organisation particulière, ça coule un peu de source. Donc si vous cherchez un bon logiciel sur ordinateur pour vous organiser, et organiser notamment plusieurs projets différents, des sous-projets, des to-do list par sous-projet, etc. Trello c'est pas mal, vous pouvez aller voir. Je vais m'arrêter là pour ces favoris. Voilà, je voulais dire du coup que je ne vais encore pas publier pendant une certaine période à cause de ma colo. D'ailleurs, si vous voulez un peu me suivre, c'est toujours sur Insta que ça se passe, donc je le remets là, donc c'est Antiteasy. Voilà, donc en tout cas je vous souhaite un excellent mois de juillet, parce qu'au final je suis pas sûre de republier d'ici la fin juillet. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, lisez beaucoup. C'est parfait. C'est parfait pour les vacances. C'est parfait. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à dans quelques semaines. Ciao.